Merci de bien vouloir vous asseoir pour cette dernière séquence de cette première journée des territoires de l'UNADEL. On va aborder dans cette séquence d'autres enjeux, un autre éclairage, d'autres angles de la question des transitions, plutôt un angle sur les enjeux plutôt sociaux, avec à partir d'un autre dispositif que l'UNADEL anime, en l'occurrence que j'ai la chance d'animer, donc le Carrefour des métiers du développement territorial, donc Philippe Carbas pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce dispositif du Carrefour des métiers du développement territorial, une plateforme partenariale qu'on anime notamment avec l'interréseau des professionnels du développement social urbain, présent dans la salle aussi, depuis 2001. Je ne détaille pas ce qu'on fait à travers ce dispositif, mais juste dire que depuis 2018, on a centré nos réflexions sur en quoi la question des transitions justement sur les territoires contribuait à renouveler, questionner l'ingénierie territoriale et ses métiers et ses pratiques. Donc ça, c'est le petit livret orange là, qui est téléchargeable sur le site de l'UNADEL, qui sont les premiers enseignements qu'on a pu capitaliser entre 2018 et 2021. Les transitions territoriales, un défi, une opportunité pour les acteurs du développement territorial. Et on a poursuivi et approfondi ces questionnements, ces analyses, avec notamment un groupe de travail qui s'est constitué dès 2019 autour des enjeux de transition écologique et sociale. Et donc c'est plutôt ça qu'on va ce dont on va vous parler maintenant, avec une première production, une première capitalisation de travaux, de résultats dans un deuxième livret bleu là, qui est aussi téléchargeable sur le site de l'UNADEL et qu'on a souhaité prolonger. Le groupe de travail a continué à travailler autour d'une notion émergente de la question de l'écologie populaire. En quoi, en fait, la question de l'écologie peut concerner, toucher, impliquer l'ensemble des habitants, y compris les plus précaires, on va dire, ou les plus modestes. Donc, on va vous parler dans cette séquence d'écologie populaire en 3 moments. D'abord, vous expliquer rapidement, avec les personnes qui sont présentes là et que je laisserai se présenter, comment on a cheminé de la transition écologique et sociale vers cette notion d'écologie populaire. Voilà, comment elle est mobilisée, pourquoi on la mobilise, quel intérêt elle peut avoir, comment on la définit, quels sont les enjeux, les questions, les limites qui se posent autour de cette question de l'écologie populaire. Donc sur la première partie, on le fera avec Sonia Kellenberger qui se présentera plus précisément, mais qui participe donc au Carrefour des métiers depuis longtemps. Et sur la deuxième partie, on fera appel à un regard un peu extérieur, Théodore Tallant qui se présentera aussi, qui a travaillé sur ces sujets. Et puis on aura une dernière partie où on interrogera plutôt en quoi ça infuse dans les pratiques cette question de l'écologie populaire, c'est-à-dire comment les intervenants territoriaux qui font du développement local, de la politique de la ville, de l'insertion, prennent en compte ces enjeux d'écologie populaire, c'est-à-dire de comment on intervient sur les enjeux d'écologie en milieu populaire et par rapport à aussi des enjeux d'inégalité. Voilà pour les trois temps. Et dire oui quand même que la finalité, c'est aussi de produire des ressources collectives qui peuvent être utilisées largement par les professionnels, sur les territoires et dans la formation. Et qu'on a déjà une première base de notes qu'on a réalisée à partir des journées d'études qu'on a réalisées en avril sur écologie populaire et développement social, 2 journées d'études, et qu'avec ce moment d'échange et de travail, on va enrichir, compléter, préciser, et que du coup, d'ici la fin de l'année, on produira une petite note de synthèse sur l'écologie populaire. Voilà pour l'introduction un petit peu longue. Je passe de suite la parole à Sonia, juste pour justement nous dire comment on a cheminé collectivement, mais elle aussi en tant que participante au Carrefour, cette question de la transition écologique et sociale vers l'écologie populaire. Voilà, bonsoir. Tu peux passer la prochaine diapo. Voilà, donc effectivement, je me présente peut-être d'abord. Je m'appelle donc Sonia Kellenberger. Je suis actuellement
cadre pédagogique à l'IRTES de Dijon. Donc l'IRTES, c'est une école du travail social. Sachant qu'avant, j'ai aussi eu un passage à cette même plateforme dont j'étais aussi chargée de mission il y a maintenant une dizaine d'années. Ah, plus près. Bon, pardon. Voilà, oui. Et j'ai aussi une casquette de sociologue et d'anthropologue urbaine. Donc voilà, avec tous ces éléments. Je suis donc arrivée à l'IRTES, qui est une école du travail social à Dijon. Donc c'est une école de formation professionnelle des travailleurs sociaux. C'est une école du travail social donc qui forme les futurs travailleurs sociaux classiques, à savoir assistants de service social, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, etc. Donc ces futurs professionnels, nous les formons non seulement à ce qui prévaut actuellement dans le travail social, à savoir l'aide individualisée, mais on les forme aussi au développement social. Donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on les forme également à ce volet plus territorialisé, collectif, partenarial, etc. Et donc c'est à travers ce dispositif de formation au développement social local que nous travaillons en proximité avec des initiatives de centres sociaux, des actions de CCAS et ainsi de suite sur le territoire. Et c'est donc par ce biais, évidemment, que nous avons vu une évolution forte vers justement des pratiques qui rejoignent des préoccupations écologiques, qui articulent de façon très intéressante justement les préoccupations de transition, les questions écologiques, la crise environnementale et leur impact sur les pratiques sociales. Et donc c'est pour ça, voilà, j'ai rejoint ce groupe à l'UNADEL avec Philippe, donc depuis surtout 2021. Et nous avons vu effectivement évoluer des initiatives de façon très intéressante. Donc je cite juste quelques-unes comme Territoire zéro chômeur, je pense que vous connaissez tous, où vraiment il y a cet alliage très très intéressant entre pratique écologique et sociale par les plus précaires parmi nous justement. Et beaucoup d'autres initiatives que je vais vous énumérer un petit peu plus tard dans la deuxième moitié de notre intervention. Et donc, nous avons commencé à travailler dans un groupe de travail autour surtout de 3 questions qui sont affichées ici. Le sens et les modes d'appropriation des questions écologiques par les citoyens et donc surtout aussi les plus précaires. Comment ça s'imbrique dans des modes de vie qui se développent par cette préoccupation écologique, par exemple, mais qui a aussi un effet justement de lien social, etc. Donc ça, c'était une première question. Comment ça prend sens, en fait, pour les citoyens lambda, mais donc aussi pour les personnes les plus en difficulté qu'on retrouve dans ces initiatives. Ensuite, évidemment, comment ça transforme les pratiques professionnelles et l'ingénierie, quel renouvellement, et donc dont aussi évidemment les pratiques du travail social qui en est impactées. Pareil, je vais en parler un peu plus loin. Et puis, la nécessité de transformer les modalités de l'action publique, qu'on sont quand même assez hésitants ou partiels dans ce soutien aux pratiques qui se préoccupent de cette articulation entre écologie et sociale. Voilà. Merci Sonia là, pour expliciter le début là, de nos travaux. Parmi effectivement les éléments assez classiques des politiques publiques, c'est une très grosse sectorisation entre ces 2 domaines, écologique et social. Ça fait partie des freins justement pour construire ces activités socio-écologiques. Alors que sur le terrain, par contre, on peut quand même constater de plus en plus de coopération, d'alliances entre des gens qui sont sur des ressourceries, des liens, des modalités entre agriculteurs, centres sociaux, tout un tas d'alliances entre des acteurs de l'écologie au sens large et des acteurs plutôt du social. Juste pour poursuivre un peu notre cheminement, oui, ce que je voulais vous dire, oui, c'est pour ça que je m'amusais à poser, à reprendre la petite revue bleue, c'est que tout ce qu'on vous présente là, on l'a détaillé là,
de manière plus précise dans ce premier livret, à la fois où on a répertorié et analysé différentes initiatives, différentes études, etc. Et donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pourrez vous référer à ce document. Du coup, juste voilà, la deuxième partie de notre cheminement, et j'irai un petit peu vite, c'est que pour essayer de mieux éclairer, penser et essayer de voir ce qui se joue entre les questions de sociales et écologiques, on a eu voilà, différentes interventions, différents résultats de recherche autour de toutes ces notions-là qui émergent, voilà, justice environnementale, inégalité environnementale, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière, quels sont les enjeux, l'écologie du quotidien, l'environnementalisme ordinaire, la transition sociale et écologique, la transition juste. En fait, c'est toutes des approches, tous des travaux qui essayent de mieux penser, mieux caractériser comment les enjeux sociaux et écologiques s'imbriquent. Donc voilà, je ne vais pas reprendre tous ces termes. Là, pareil, vous pourrez retrouver des ressources dans notre document qui explicitent un petit peu tout ça. Donc on a vu à la fois des éclairages sur ces enjeux, mais aussi on a vu que sur le terrain, un certain nombre d'acteurs décrivaient de manière de plus en plus fine la manière dont ils traitaient l'écologie en direction de publics modestes. Donc voilà, sous la fédération de sociaux, des centres sociaux qui parlent d'écologie sous un mode participatif, au cœur du quotidien, à partir des besoins des gens, beaucoup axé sur le lien social, la convivialité, la solidarité, le faire ensemble sur des choses très concrètes, pour l'alimentation notamment, mais d'autres. Bon, voilà. Et donc, et tout en ayant cette préoccupation de répondre à des besoins fondamentaux. Voilà, donc, tout un tas d'acteurs qui commencent à décrire précisément que des actions écologiques et sociales fonctionnent parce qu'ils arrivent à les mettre en œuvre à partir de ces différentes caractéristiques. Voilà. Et donc, on est arrivé à faire une synthèse voilà, qui est disponible aussi, où on arrivait à montrer, à décrire comment le développement social pouvait être un levier d'une transition socio-écologique. Bon, là, pareil, je ne reviens pas dans le détail, mais c'est des travaux que l'on a menés. Et ce qu'on a vu à travers tous ces travaux, c'est qu'un certain nombre d'acteurs commençaient à mobiliser cette notion d'écologie populaire, d'écologie du quotidien. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'il y avait très certainement quelque chose à creuser. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayaient de véhiculer une vision des transitions qui n'était pas forcément celle qui était la plus répandue, et notamment qui dépassait les présupposés. Il y avait deux principaux présupposés qui étaient, la hiérarchisation des besoins. Les personnes dans la difficulté pensent d'abord à la survie, aux enjeux sociaux, et les enjeux écologiques sont secondaires, alors que quand on se plonge dans ces actions-là, on voit que les choses sont complètement intriquées et qu'on ne peut plus hiérarchiser comme ça de manière aussi tranchée ces deux enjeux. Et le deuxième présupposé très fort, et c'est aussi ça l'enjeu des écologies populaires, c'est qu'il y aurait soi-disant un désintérêt des questions écologiques des personnes encore une fois, les plus modestes. Donc voilà, donc on a commencé à faire ces journées de réflexion sur l'écologie populaire à partir d'un enjeu principal, un enjeu que beaucoup d'acteurs, à la fois de terrain et de chercheurs mettent en avant, c'est qu'en fait, il y a cette forme d'invisibilité, de manque de reconnaissance des initiatives écologiques en milieu populaire. C'est comme si dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans certains territoires, il n'y aurait pas d'initiative écologique menée par les habitants, etc. C'est une forme de non-reconnaissance, d'invisibilité. Donc du coup, on a commencé à rentrer en dialogue et on a fait témoigner, on a eu des échanges avec plusieurs initiatives, la Maison de l'écologie populaire à Hervé d'Argon, les ateliers populaires à Grande-Synthe, qui travaillent beaucoup sur les questions d'écologie, d'autres expériences à Roubaix, et puis les travaux menés par ATD Quart Monde, qui ont depuis maintenant 4-5 ans un groupe qui s'appelle Écologie et Grande Pauvreté, où ils recueillent, ils font travailler des personnes en situation de pauvreté sur comment ils perçoivent les enjeux d'écologie et quelles propositions ils ont. Voilà, donc à travers tout ça, on voit qu'il y a de la mobilisation, il y a de l'attente, il y a des actions sur ces questions écologiques en milieu populaire. Donc après, je vais passer un petit peu vite, mais on a eu plusieurs interventions de chercheurs qui commencent justement à la caractériser, à la définir, cette écologie populaire.
Peut-être juste retenir deux choses là, de ces éléments, et là encore, je peux vous renvoyer à des articles, à des recherches, et puis à la note qu'on va bientôt produire. Mais grosso modo, ce qu'il faut peut-être retenir là, de ces définitions, c'est de dire spontanément, les questions quand on parle d'écologie et de transition, ça ne fait pas sens du tout. Au contraire, il y a souvent un pas en arrière en disant que ça ne nous concerne pas, parce que c'est un sujet très politisé et très militant. Et du coup, il y a souvent un pas en arrière, une mise à distance en disant que ça ne nous concerne pas, c'est une question pour les nantis, etc. etc. Et donc, par contre, quand on creuse un peu, il y a quand même une écologie qui est un peu différente. Ce n'est pas celle de la voiture électrique ou de l'alimentation bio, mais c'est une écologie du bon sens, de l'anti-gaspillage, du savoir-faire, du bricolage, de la solidarité. Donc, toutes ces... Alors, souvent sous contrainte, hein, certains parlent de sobriété suivie, mais une écologie, voilà, des savoir-faire de sobriété qui sont souvent sous contrainte, qui ne sont pas reconnus, mais qui en même temps s'ancrent dans des valeurs populaires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire justement cette capacité à ne pas gaspiller, à savoir faire soi-même, etc. Donc il y a un peu cette ambiguïté entre quelque chose qui n'est pas reconnu, qui est un peu disqualifié, une sobriété contrainte, en fait, dont on n'a pas le choix, mais en même temps, ça s'ancre dans des valeurs qui sont des valeurs de solidarité, et encore une fois, des valeurs des milieux populaires. Bon, voilà, je passe sur le reste. Et juste pour terminer, du coup, on voit bien qu'il se détache au moins deux grandes approches. Et là encore, c'est documenté, on pourra vous faire passer des documents, mais une qui est plutôt sur valoriser ce que certains chercheurs appellent la débrouillardise et les savoir-faire populaires de sobriété. Et donc, il y a tout un tas d'actions, on parlait de grandes saintes, qui sont vraiment axées sur ça. C'est sur l'éducation populaire, la valorisation, même la professionnalisation des savoir-faire de sobriété, de débrouillardise, donc le chinage, la ressourcerie, le savoir cultiver, etc. etc. Il y a d'autres, la deuxième, on va dire, école, la deuxième approche, elle ne s'oppose pas, hein, elles sont complémentaires. C'est plutôt une analyse un peu critique de l'écologie telle qu'elle est pensée. D'abord avec un peu une écologie qui serait un peu condescendante, qui serait un peu descendante. Alors c'est les travaux notamment de Fatima Wassak qui parlent pour les quartiers prioritaires populaires d'une vision très élitiste où il faudrait aller sur les quartiers, j'allais dire évangéliser, mais sensibiliser, éduquer, etc. Voilà, cette approche très descendante. Alors elle va un peu plus loin dans ces termes, elle parle de reproduction de rapports de domination avec l'écologie. Et puis d'autres travaux de Jean-Baptiste Combi qui lui aussi a critiqué, ou en tout cas interrogé une vision dominante de l'écologie qui serait celle que je disais de manière très caricaturale tout à l'heure, celle de la voiture électrique, de la rénovation de son habitat et de l'alimentation bio, du coup qui est celle on va dire, des classes moyennes, et du coup qui ne concernerait pas les classes populaires, pour le dire comme ça. Donc voilà un peu où on en est de cheminement. Et à ce stade, ce qu'on vous propose, c'est justement de passer à la parole à un jeune chercheur, hein, c'est le deuxième doctorant de la journée, qui justement a été amené aussi à travailler sur ces sujets. Et donc, je te laisse te présenter et nous dire comment tu abordes ce sujet, et voir si tu peux compléter, enrichir, peut-être discuter, mettre en discussion notre cheminement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Théodore Tallant, je suis en doctorat à Sciences Po, au Centre d'études européennes et de politique comparée. Et je suis aussi un chercheur affilié à un centre de recherche à l'Université de Cambridge en Angleterre. Et en fait, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est vous expliquer un petit peu l'histoire de comment je suis arrivé à l'écologie populaire par un angle d'attaque différent. Et peut-être pourquoi est-ce que mon analyse de l'écologie populaire est un petit peu plus, on va dire, un peu plus sur le côté. Je fais un pas de côté par rapport à la vision classique, on va dire, de ce que l'écologie populaire est, et qui a été présentée précédemment par Philippe. Donc, le contexte de ma recherche, c'est eux, en fait. C'est les Gilets jaunes. Voilà, je ne suis pas le seul à travailler sur les Gilets jaunes, hein. Mais le contexte de la recherche au début, ça a été de se dire, il y a une multiplication d'études de sondage, d'études d'opinion qui nous expliquent qu'en gros, une majorité de Français ou d'Européens seraient prêts à agir ou à accepter la majorité des politiques publiques nécessaires à l'accélération de la transition écologique.
Mais en même temps, ces études d'opinion nous disent aussi qu'il y a toujours une minorité significative qui est en désaccord avec certaines décisions prises pour lutter contre le changement climatique. Et surtout, les Gilets jaunes, bien entendu, il y a maintenant 4 ans, ont donné l'impression par certains aspects au démarrage qu'il y avait une partie significative de la population qui ne pouvait accepter la transition écologique, qu'en fait c'était juste trop coûteux et que ils n'allaient pas accepter la trajectoire qui était nécessaire pour respecter les accords de Paris. En fait, bien entendu, cette vision, elle a été très simpliste, elle a été rapidement critiquée, et on a bien vu dans le mouvement des Gilets jaunes une partie significative des citoyens engagés qui ont démontré qu'en fait, ce n'était pas une opposition à l'action climatique, c'était un mécontentement face aux coûts inégaux imposés par les politiques climatiques, et dans ce cas-là, c'était la taxe carbone. Il n'empêche, malgré cette justification sociale de l'opposition aux politiques climatiques, je me suis quand même demandé, et c'est ça le point de départ de ma recherche, c'est est-ce que les politiques climatiques sont également acceptables à travers les territoires ? Donc l'angle de départ, ce n'était pas la question des classes sociales, c'était la question plutôt territoriale, d'essayer de comprendre, ok, ces citoyens, enfin ces gilets jaunes ont été souvent caractérisés comme venant de la France périphérique, même si ce terme ne veut rien dire, mais on avait bien compris que c'était plutôt des citoyens qui venaient en dehors des grands centres urbains, qui semblaient exprimer un mécontentement. Et en fait, le point de départ, ça a été cette acceptabilité, et ça m'a amené à travailler sur l'écologie populaire, et je vais vous expliquer pourquoi. Bien, juste un point, c'est important de travailler sur les territoires non en dehors des grands centres urbains, parce qu'en Europe, 25% de la population vit dans des zones rurales, 30 à 35 vit dans des zones périurbaines, des petites villes ou des banlieues. Et en France, c'est encore plus important, parce qu'on a 98% des communes qui font moins de 20 000 habitants, 60% de la population qui vit dans ces communes. Donc essayer de comprendre ce que pensent les citoyens qui vivent en dehors de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, je me suis dit que c'était probablement important. Quelques chiffres rapidement sur les questions des politiques climatiques, et vous allez comprendre avec ces chiffres pourquoi j'en suis arrivé en fait à l'écologie populaire. Bon, d'abord, très rapidement, quand on regarde les données, on se rend compte qu'il y a une légère différence d'acceptabilité des politiques climatiques. Donc c'est les données de l'ADEME. J'ai fait une analyse, ça c'est une analyse très rapide, hein, mais pour montrer que quand on regarde les données, il semblerait que les citoyens des grands centres urbains soient davantage en soutien des politiques climatiques. Et ce que je me demandais, c'est pourquoi. Est-ce que la réponse, c'est les inégalités socio-économiques? En clair, on sait bien que dans les territoires des centres-villes, pas exactement la même population qu'en dehors des grands centres-villes, donc il se pourrait qu'une des raisons, ce soit que simplement les citoyens de ces territoires périphériques soient plus pauvres, et donc on sait que les transitions écologiques imposent un coût. Donc je me suis dit, peut-être que simplement, c'est juste, si les gens des centres-villes sont plus aisés, peut-être que ça explique pourquoi ils acceptent plus facilement les politiques climatiques. Bon, c'est l'analyse, j'ai fait une analyse statistique qui montre qu'en réalité, ce que dit ce schéma, c'est que le revenu a un rôle, mais que la situation géographique sur l'axe urbain-rural a quand même une significativité. Donc je me suis dit, ok, c'est pas la faute aux inégalités socio-économiques seulement. Est-ce que c'est la faute à une préoccupation environnementale différente? En fait, on pourrait très bien imaginer, en fait, c'est juste que les personnes dans les grands centres urbains sont moins intéressées par la question environnementale et sont moins préoccupées. Comme vous imaginez, si je vous dis ça, c'est que la réponse c'est non. Donc effectivement, quand on analyse les données toujours de l'ADEME, on se rend compte que en termes d'importance accordée à la protection de l'environnement est assez similaire à travers les territoires. Donc si ce n'est pas la faute aux inégalités socio-économiques, à la préoccupation environnementale, est-ce que c'est la faute à en fait le gap qui existe entre la préoccupation et l'action? On pourrait imaginer qu'en fait, peut-être que la préoccupation elle est similaire, mais qu'à partir du moment où il faut agir, on se rend bien compte qu'il y a une espèce de dissonance entre l'intérêt général pour la cause environnementale et l'action individuelle. C'est très compliqué d'analyser ça avec des sondages, mais on se rend compte que sur un nombre divers de politiques, de mesures individuelles, il n'y a pas vraiment de différence entre les territoires urbains et ruraux, ou disons pas une différence systématique, à part sur la question du transport et de la viande, ou peut-être qu'il y a une différence, et sur la question de l'avion, dans l'autre sens, bien entendu, où il y a une différence. Donc ça semble être plus compliqué, et du coup, en voyant ces résultats, je me suis dit, on ne peut pas s'arrêter à l'analyse de données, de toute façon, les données, elles ne peuvent pas nous dire grand-chose, c'est très neutre, les sondages, enfin, c'est très abstrait. Donc je me suis dit, ok, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller comprendre. Comprendre ce que les citoyens des territoires qui vivent en dehors des grands centres urbains pensent de la question écologique et des politiques climatiques et qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Donc pour faire ça, je suis parti dans l'est de la France à plusieurs reprises pour des séquences de 1 semaine à 10 jours pour essayer en fait de comprendre ce que l'écologie voulait dire dans ces territoires. Et l'écologie, comme je vous disais, c'est les pratiques, les visions de l'écologie et les perceptions des politiques climatiques. Donc je me suis rendu en Alsace. D'abord, ça c'était des magnifiques photos que j'ai prises en Alsace, ce qui est une région intéressante parce que c'est une région qui avec beaucoup de ruralité, mais assez dynamique, avec à droite les zones vinicoles alsaciennes qui sont la ruralité relativement riche et dynamique.
Au milieu, une photo qui vient du nord de l'Alsace, territoire très rural et isolé. Et ensuite, bien sûr, les Vosges, qui sont en partie alsaciennes, qui est un territoire relativement dynamique, encore que qui se désindustrialise, et qui est très isolé parce qu'il est dans les montagnes. Et bien sûr, ceux qui connaissent un petit peu l'Est de la France sauront que l'Alsace est un territoire très particulier. D'ailleurs, c'est une des régions les plus riches de France, donc on ne pouvait pas s'arrêter à l'Alsace. Donc je suis aussi parti en Lorraine. J'y rentre, d'ailleurs j'étais là encore la semaine dernière. Territoire intéressant parce que la Lorraine est vue comme un territoire un petit peu plus en difficulté que l'Alsace. Territoire en difficulté, notamment la photo que j'ai prise au milieu, c'est une petite ville rurale au milieu de la Lorraine qui est en grande difficulté économique. À gauche, vous voyez la centrale nucléaire de Cattenom, donc c'est vers les anciens hauts fourneaux de Hayange, Florange, qui sont des territoires extrêmement désindustrialisés, mais qui essayent de se relancer. Et à droite, vous voyez un sujet très chaud dans les discussions sur le territoire, sur le terrain, qui sont les éoliennes, qui sont déployées de plus en plus dans les territoires ruraux très peu denses, dans certaines parties de la Lorraine. Donc en partant dans ces territoires, du coup, vous voyez, très divers, j'ai essayé de comprendre ce que les gens pensaient des politiques climatiques et aussi ce qu'ils pensaient de l'écologie. Donc ça, c'est une photo de moi pour vous montrer que ça a été des semaines et des semaines à passer entre ma voiture, le train et le vélo, et un accueil très chaleureux, parce que j'étais en Alsace, donc les gens n'ont bien sûr pas hésité à m'offrir des bretzels avec du fromage, des verres de crément ou des parts de gâteau. Enfin bon, c'était pas bon pour mon diabète, mais ça n'était pas bon pour ma situation, pour mon corps, mais l'accueil a été très chaleureux. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vu sur le terrain? Bon, je vais passer très rapidement. Il y a une pluralité de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les citoyens des territoires sont opposés aux politiques climatiques. D'abord, la partie évidente, c'est le coût. La transition écologique, elle crée un coût inégalement réparti à travers les classes sociales et inégalement réparti à travers les territoires. Donc, bien entendu, quand on met une taxe carbone pour des citoyens qui vivent en dehors des grandes métropoles, ça crée un coût qui est objectif et qui est matériel et que les gens perçoivent très bien. Ensuite, quelles alternatives? Il y a beaucoup de politiques climatiques qui sont bien intentionnées, parce qu'elles s'attaquent à un problème, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, mais qui ne proposent pas d'alternative. Donc mettre en place une taxe carbone ou une ZFE sans avoir de transport public, ça ne résout pas grand-chose, à part que ça isole les citoyens. Pour quel bénéfice? Très important, parce que beaucoup de politiques climatiques qui peuvent rapporter au territoire, les énergies renouvelables, ça peut être le cas. La pollution de l'air, forcément, c'est toujours bénéfique pour les citoyens de limiter la pollution de l'air. Mais on se rend compte que les bénéfices des politiques de transition écologique ne sont pas forcément bien perçus par les citoyens et factuellement, ils ne perçoivent pas ce qu'ils y gagnent. Ils perçoivent très bien ce qu'ils y perdent, mais ils ne perçoivent pas ce qu'ils y gagnent. Bon, ça c'est quelque chose d'assez connu, mais c'est que l'enjeu du changement climatique reste quand même un enjeu lointain, notamment quand on est entouré de forêts. Bien sûr, ils voient l'impact du changement climatique, mais ça reste un enjeu qui reste très lointain par rapport à des problèmes très concrets du quotidien qui s'imposent à eux tous les jours. Bon, la force des habitudes, il ne faut pas aussi se mentir, même des politiques climatiques de transition écologique qui ne créeraient pas de coûts, elles s'attaquent aux habitudes et on sait tous très bien que changer ses habitudes, c'est quelque chose de très compliqué et les gens d'ailleurs n'auraient pas du tout de problème à m'avouer que ça les embêtait de devoir changer leurs habitudes et de perdre en niveau de confort. Bon, il y a aussi une défiance à l'égard des pouvoirs publics, on n'est pas surpris là, on a bien conscience que les territoires, notamment dans les grands centres-villes, il y a un grand problème de défiance, la sensation que le pouvoir public ne répond pas aux attentes des citoyens et notamment qu'il ne comprend pas le mode de vie des citoyens et les difficultés qui sont les leurs. Bon, il y a aussi un sentiment assez égoïste de on en fait déjà assez, la sensation que ce qu'on fait c'est déjà bien, qu'on ne peut pas en faire plus et surtout que ce n'est pas forcément sa faute, que c'est plutôt la faute des grands industriels, des milliardaires, des politiciens, du fret, du transport maritime, etc. Et là, le point probablement le plus important, parce que c'est le point qui est le plus difficile à discuter, c'est la question des imaginaires, de représentation sociale, des normes socioculturelles. On sait très bien qu'en France, dans certains territoires, la viande, la voiture, c'est des choses qui sont très ancrées, et s'attaquer à ces totems, c'est particulièrement compliqué. Voilà, il y a plein d'autres raisons, on pourra y revenir si vous voulez. Mais ce que j'ai vu, en plus de cette opposition aux politiques climatiques, c'est le politique climatique qui est nourri par, ça c'est ma magnifique voiture que j'ai louée pour l'occasion, le rôle prédominant de la voiture, l'absence de transport public, c'est-à-dire que j'ai déjà attendu des heures et des heures le train pour essayer de me rendre dans d'autres villes, et des éoliennes qui sèment la pagaille dans certains territoires ruraux. Mais en dehors de ces oppositions, ce que j'ai vu, c'est un nouveau rapport à l'écologie dans ces territoires. Un mélange entre, peut-être certains écolos pourront dire, la crainte, des incohérences, de la méconnaissance de certains aspects du changement climatique, un scepticisme vis-à-vis de l'action de l'État, ou même tout simplement une envie d'avoir du confort. Certes, peut-être que c'est important aussi de parler de ces points-là, mais j'ai quand même vu aussi, pas partout, pas universellement, mais une nouvelle approche de l'enjeu écologique, un rapport à l'environnement qui est un petit peu différent, surtout un rapport à son environnement très proche, qui était différent, et du coup une éthique de la nature
que j'ai compris comme étant particulièrement peut-être rural par certains aspects, sauf quand j'étais dans la zone périurbaine, et populaire. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait travailler sur l'écologie populaire, parce que manifestement, il n'y avait pas que des citoyens réticents au changement, il y avait des citoyens réticents à des politiques coûteuses, mais qui, pour autant, proposaient une approche de l'enjeu écologique qui était différente. Et du coup, ça m'amène... Ah pardon, je n'avais pas passé cette... Bon, vous avez vu. Ça m'a amené à me poser la question, c'est quoi la place de l'écologie populaire dans la transition écologique de ces territoires? Bon, ça c'est le démarrage de l'écologie populaire, c'est la guerre en Ukraine, le rapport du GIEC, et on a su avec la guerre en Ukraine, on a commencé à discuter de la question, les coûts d'énergie qui augmentent, le rapport du GIEC qui nous dit qu'il faut faire plus. La question qui s'est posée naturellement, ça a été la question que vous voyez en dessous de l'écologie populaire, c'est comment est-ce qu'on peut, alors que la sobriété elle doit s'imposer à tout le monde, et que les politiques doivent accélérer, comment est-ce qu'on peut caractériser les pratiques et les attitudes des classes populaires à l'égard de l'environnement? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un discours écologique un peu mainstream qui s'est développé, comme l'expliquait Philippe, un discours qui a une vision assez globale, urbaine, politique et très conscientisée de l'engagement écologique. En clair, la vision dominante de l'écologie, qui est plutôt celle de l'écologie politique, fait de l'intentionnalité de l'action un point central. Donc on est écolo parce qu'on veut faire quelque chose pour la question écologique. Et c'est vrai que, vu comme ça, les classes populaires, elles sont souvent dépeintes, comme l'expliquait Philippe, elles sont sobres par nécessité, elles subissent la transition. Et la question que tout le monde se posait, c'est est-ce qu'en fait, ces classes populaires sobres par nécessité, elles vont juste vivre une transition écologique malheureuse, ou est-ce qu'il y a l'espoir pour les classes populaires? Et c'est vrai que vu comme ça, vu le coût de la transition, vu la difficulté de mettre en place certaines actions dans son quotidien et les contraintes qui pèsent sur les classes populaires, on aurait envie de dire qu'une éventuelle écologie des classes populaires, elle rime davantage avec précarité, contrainte, qu'avec un avenir, qu'avec une transition heureuse. Bon, comme vous avez compris, il y a quand même, c'est vrai, il y a des contraintes matérielles et économiques qui s'imposent aux classes populaires urbaines, périurbaines et rurales. Peut-être qu'elles ont des difficultés par certains aspects à expliquer des politiques coûteuses ou à mettre en place des changements dans leur quotidien. Mais paradoxalement, par ces difficultés qui peuvent émerger sur le terrain, elles sont aussi en train, en partie, de faire émerger un nouveau discours écologique qui a des valeurs fondamentalement populaires, des valeurs de proximité, de sobriété, de relationnel avec le terrain, etc. Mais on y reviendra. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées, en fait, notamment sur le mouvement des Gilets jaunes et sur les classes populaires, et qui démontrent, au cœur des conclusions, que ce n'est pas parce que certaines pratiques sont contraintes qu'elles ne sont pas pour autant écolo. Et ça, à l'origine, ce type d'analyse nous vient des pays du Sud, de ce livre de Joan Martinez-Alière qui a été publié en 2003, je crois, et qui démontre que dans les pays du Sud, il y avait un espèce de nouvel environnementalisme qui émergeait, un environnementalisme du pauvre, en opposition à certaines exploitations de la nature par les pays du Nord, et qu'en fait, il expliquait, Joan Martinez-Alière, que dans ces pays-là, les classes populaires, enfin les communautés, du coup, on va dire, les communautés locales, par certains aspects, subissaient l'exploitation de la nature, mais par leur rapport à la nature, par leur rapport aux écosystèmes, qui pour eux n'est pas, qui pour ces communautés, c'est pas un rapport à la nature hyper conscientisé de il faut le faire pour protéger la planète, ou lutter contre le changement climatique, il y a un rapport très relationnel de sobriété et de rapport à son environnement proche. Et ben en fait, il expliquait qu'il y avait un nouvel environnementalisme qui était en train d'émerger. Et ce discours, il a été progressivement importé dans les pays du Nord, et il est en train de devenir de plus en plus important depuis 1 ou 2 ans, je pense, depuis le début de la guerre en Ukraine notamment. Et on se rend compte qu'au sein des classes populaires et urbaines en France et en Europe, il y a un sentiment de dépossession écologique. On a l'impression, d'ailleurs on le voit avec la sociologie du vote vert en France, le vote vert est particulièrement surreprésenté dans certains territoires, notamment près des classes populaires, et particulièrement surreprésenté dans certains territoires, notamment très urbains, avec des classes plutôt aisées, avec un haut niveau de diplôme, etc. Et en fait, cette dépossession écologique des classes populaires, on s'est rendu compte que c'était peut-être possible de la dépasser, parce qu'en s'attardant à l'analyse des pratiques quotidiennes de ces citoyens des classes populaires et de leurs attitudes, on se rendait bien compte qu'il y avait un discours différent du discours dominant qui émergeait, mais qui n'était pas pour autant un discours anti-écologique, qui est juste un discours écologique différent. Pour ça, c'est sur les classes populaires, oui, en fait, c'est pas que ça, et je vais y revenir après. Mais le point central de l'écologie populaire, c'est le point de départ, c'est que l'écologie populaire, c'est l'écologie des classes populaires. Ça paraît assez évident quand je dis comme ça, mais c'est important de se dire que l'analyse principale de l'écologie populaire, c'est de comprendre les pratiques et les attitudes des classes populaires. Et au-delà de la question des gilets jaunes, en fait, la question de l'imaginaire écologique populaire peut être résumée de cette manière. Il est de se dire que les gens de peu, comme écrit Paul Ariès, ne sont pas des riches auxquels il manquerait de l'argent. En bref, quand les citoyens des classes populaires font quelque chose d'écolo, ce n'est pas juste
par contrainte économique. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc bien sûr, les justifications, les discours de justification autour de ces pratiques, elles vont être différentes et elles ne vont pas s'inscrire dans le discours dominant, hyper conscientisé, hyper politisé de l'écologie politique. Mais les pratiques, elles vont quand même être là. Et moi, je le vois bien sur le terrain. Les personnes que je rencontre à faible revenu dans les zones périurbaines ou rurales, elles ont des pratiques de sobriété qu'elles ne justifient pas de la même manière, mais qu'elles ne justifient pas exclusivement pour des raisons de contrainte économique. Et c'est ça qui peut permettre de parler d'écologie populaire, c'est que ce n'est pas qu'une question de contrainte économique. Effectivement, les Gilets jaunes, donc, comme je disais, qui ont longtemps été caricaturés comme étant réfractaires au changement, ils ont laissé apparaître des bribes de ce nouvel imaginaire écologique populaire auquel je me suis beaucoup confronté sur le terrain. J'ai vu de nombreux éléments de cet imaginaire populaire émerger dans mes échanges. Donc, l'idée d'imaginaire populaire, c'est de se dire que il y a une écologie qui émerge dans certains types de territoires et auprès de certaines classes populaires, auprès de certaines classes sociales, notamment les classes populaires, qui est une écologie du non-gaspillage, de la modération, du localisme aussi. Et j'ai écrit ici le rôle des valeurs morales, au-delà de l'impératif économique. Parce que ce qui émerge de cet imaginaire populaire, ce n'est pas simplement la mobilisation d'arguments économiques matériels, mais c'est derrière ces arguments économiques, la mobilisation de valeurs morales. Donc pour les personnes que je rencontre, la modération, la sobriété, c'est quelque chose de moralement important, au-delà de leur situation à eux, qui ne sont pas toujours dans la précarité, les personnes que je rencontre, mais moralement, c'est important pour ces personnes de faire preuve de modération, de non-gaspillage. On voit aussi du coup apparaître cette espèce d'écologie de la débrouille, certes par certains aspects, mais qui est tournée vers son environnement, qui est ancrée dans son territoire, qui fait l'objet d'une manière d'habiter, qui est propre, qui est relationnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraide entre citoyens des villages, par exemple, que j'en compte, ou des petites zones périurbaines, avec un ancrage populaire important. Et du coup, c'est ça le point fondamental que j'ai envie de défendre ici et sur lequel je vais insister jusqu'à la conclusion, c'est que l'écologie populaire dépasse la question des classes populaires et de la précarité. Yael Amsalem Mingui, qui est une chercheuse qui a publié un livre très intéressant qui s'appelle Les filles du coin, en écho à un livre qui avait été publié il y a 10 ans qui s'appelait Les gars du coin, où elle étudiait justement les zones rurales et ces jeunes filles qui restaient dans ces territoires. Et en fait, elle a parlé des notables locaux et elle expliquait que les notables locaux ont un fort capital économique, mais des valeurs qui restent fondamentalement populaires, des pratiques sociales en réalité qui restent fondamentalement populaires. Donc c'est ça qui m'a amené à me dire que l'écologie populaire, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est pas que l'écologie des classes populaires, et ce n'est pas que l'écologie des quartiers populaires. L'écologie populaire, c'est une éthique écologique particulière qui est faite d'un relationnel au terrain, qui est faite d'un mode de vie sobre, de la modération, avec des valeurs populaires et qui s'incarnent particulièrement fortement dans le territoire. Tout ça m'amène à défendre l'idée qu'il faut envisager l'écologie dans sa pluralité. Il n'y a pas d'un côté les écolos bobos des villes et de l'autre les citoyens réfractaires au changement pour qui l'écologie ne concerne pas leur quotidien parce qu'il y a trop de contraintes qui s'imposent à eux. En réalité, je vais prendre l'exemple de deux personnes que j'ai rencontrées, bien sûr j'ai modifié leur prénom. Anne, qui est une résidente d'un petit village de classe populaire, qui dans l'est de la France, donc en Alsace, et qui m'expliquait dans un entretien qu'elle triait ses déchets, qu'elle achetait très peu, qu'elle recoudait ses propres habits, parce que voilà, elle a toujours fait comme ça, qu'elle cultivait son potager ou qu'elle baissait son chauffage. Quand elle le faisait, bien sûr, elle expliquait en disant elle n'a pas des revenus extrêmement importants qui lui permettraient de se laisser aller, mais elle a aussi beaucoup mobilisé le fait qu'elle a été élevée comme ça. Elle me disait, j'ai été élevée comme ça, on a toujours fait comme ça ici, ma grand-mère l'a fait comme ça, ma mère a fait comme ça, donc le potager, ça devient un impératif culturel et moral. Donc quand elle justifiait toutes ces pratiques qu'on pourrait qualifier d'écologiques, elle ne le faisait pas en mobilisant un discours hyper conscientisé de l'engagement contre le changement climatique global, elle ne s'inscrivait pas dans un discours très politisé et conscientisé de l'action écologique, mais pour autant, elle ne mobilisait pas seulement des arguments économiques, elle mobilisait un certain relationnel, une relation à une éthique écologique populaire. Et le cas d'Antoine est intéressant parce qu'il permet d'enrichir la question de l'écologie populaire. Antoine, résident plutôt de classe moyenne supérieure d'une petite ville en Lorraine, qui, malgré ses moyens financiers, m'expliquait qu'il ne mettait pas trop le chauffage, qu'il chauffait à 17 ou 18, qu'il récupérait l'eau de pluie, qu'il cultivait ses légumes, ou qu'il réparait tout son électroménager à tel point qu'il a réparé un micro-ondes qu'il avait acheté en 1998. Donc après 25 ans, il a cassé son micro-ondes. N'importe qui aurait, avec ses moyens, il aurait pu racheter un micro-ondes. Il a juste dit, bah non, moi on m'a appris à réparer, donc je répare.
Ce qui est intéressant avec le cas d'Antoine, c'est qu'il ne justifie pas son action, encore une fois, en mobilisant un impératif écologique majeur, ni en le justifiant par des contraintes économiques, parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes économiques dans sa vie, mais par une éducation populaire et qui justifie moralement le besoin de faire preuve de sobriété et de non-gaspillage. Donc ces exemples, ils montrent que l'écologie populaire, petit 1, ne se limite pas aux classes populaires, comme je l'ai expliqué. On voit bien que c'est une éthique de vie, c'est une façon de voir la consommation au quotidien, un rapport à son environnement qui est très particulier. Et donc ça ne se limite pas non plus aux quartiers populaires, parce que l'écologie populaire est très souvent prise sous l'angle des quartiers populaires, et c'est très important. La débrouille dans les quartiers populaires, il y a eu des travaux très intéressants sur le troc, les puces, l'achat d'occasion, etc., dans certains quartiers prioritaires des politiques de la ville. Mais l'écologie populaire, elle peut aussi s'inscrire dans des territoires ruraux, périurbains, avec un relationnel peut-être particulier à la terre, à l'agriculture, aux produits agroalimentaires, mais qui reste pour autant empli de valeurs populaires. Et du coup, pour conclure, si on revient en fait au point qui m'avait intéressé au démarrage, rappelez-vous, je vous ai quand même parlé d'acceptabilité. L'écologie populaire, ce n'était pas le centre de ma recherche. Qu'est-ce que l'écologie populaire peut nous dire de l'acceptabilité des politiques environnementales? Bon, malheureusement, l'écologie populaire, c'est un cadre pertinent d'analyse, mais pour analyser les pratiques et les discours. L'écologie populaire, c'est au niveau de qu'est-ce que les gens font et comment ils l'expliquent. Mais malheureusement, l'écologie populaire, elle n'est pas incompatible avec la résistance aux politiques climatiques. On peut très bien avoir des pratiques de sobriété, un discours de justification ancré dans son territoire, dans les valeurs morales de modération, de non-gaspillage, et quand même faire preuve de résistance à l'égard de politiques climatiques très coûteuses. Et je vous ai donné des éléments de réponse sur pourquoi est-ce qu'il y a cette opposition. Donc les deux ne sont pas exclusifs, simplement l'écologie populaire, elle a un angle d'attaque pour traiter la transition écologique. Je conclurai par ça. L'écologie populaire, donc elle nous offre un angle d'attaque, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce que là, on peut avoir un peu l'impression qu'il y a une image idyllique de l'écologie populaire, comme étant une écologie ancrée dans son territoire, forte de relationnel, qui recrée du lien social, mais qui fait de sobriété. Bon, alors d'abord, il y a deux principales limites à cette version assez idyllique. C'est que l'écologie populaire reste, par certains aspects, pas toujours, mais par certains aspects, et c'est notamment le cas dans les quartiers prioritaires, dans les banlieues et dans certaines zones rurales, ça reste quand même une écologie de contrainte, et je ne pense pas que la contrainte financière soit un motif désirable d'accélération de la transition écologique. Donc on ne peut pas simplement satisfaire de dire les gens consomment peu parce qu'ils sont pauvres, c'est très bien, il faut consommer moins. Donc ça, c'est quand même un problème qu'il faut attaquer avec la question de l'écologie populaire. Et enfin, le deuxième point, c'est ne croyez pas que je vous dépeins une France, des territoires très prête à changer, qui a des modes de vie extrêmement sobres, alignés avec l'heure de Paris. Ce que je vous dépeins, ce n'est pas l'ensemble des pratiques de toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est juste le cas de Anne et d'Antoine est significatif par certains aspects. Ils surconsomment certains éléments, ils s'opposent à de nombreuses politiques pourtant extrêmement nécessaires, mais on voit apparaître par bribes dans certains types de pratiques ou auprès de certains citoyens une écologie qui pourrait être qualifiée de populaire et qui a peut-être beaucoup à offrir à la transition écologique. Et cette écologie populaire, moi je la vois sur le terrain quand il y a des gens qui me disent qu'ils vont se balader dans la nature au lieu d'aller au centre commercial, qui vont faire pousser leurs propres légumes au lieu d'aller au supermarché, qui vont réparer leurs habits, les garder pendant 20 ans, 30 ans, de même pour leur électroménager, au lieu d'aller chez Darty en acheter des nouveaux, et enfin qui choisissent l'entraide entre voisins au lieu de l'individualisme de la consommation. L'écologie populaire, c'est une éthique particulière, une relation au monde qu'il faut cultiver. Soyons modérément optimistes, et je pense qu'on peut voir de manière modérément optimiste dans l'écologie populaire peut-être une manière de trouver des clés pour accélérer la transition écologique et construire le monde écologique de demain plus sobre et peut-être plus collectif. Voilà. Merci. Merci Théodore, là, du coup, qui a joué cette fonction de venir interroger, éclairer, approfondir aussi pas mal les réflexions que nous avons menées avec un groupe un peu élargi, hein, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais il y avait à la fois des professionnels de collectivités, des universitaires, des centres de ressources, des réseaux associatifs dans les centres sociaux, bon, voilà, tout un tas d'acteurs, hein, un groupe assez large. Alors ce qu'on voulait vous proposer maintenant, du coup, c'est d'avoir un temps de discussion et après on aura, avant la fin, on refera un petit détour sur en quoi ça réinterroge les pratiques professionnelles et l'ingénierie territoriale. Mais là, pour l'instant, voilà, on vous propose d'échanger, de discuter autour de ces enjeux d'écologie populaire. Et peut-être pour... oui, il y a déjà une question. Je voulais vous proposer un format, mais vous allez me dire là, si ça vous convient. Parce que ce n'est pas forcément facile d'accueillir toute cette masse d'informations, de connaissances dit à un débit assez intense.
on voulait vous proposer là de juste vous retourner avec vos voisins par 3 ou 4 et de commencer à discuter de ce que vous retenez là. Est-ce qu'il y a un point, quelque chose là de cette présentation que vous avez retenu là, qui vous a heurté, etc. Et peut-être une question, quelque chose qui vous paraît obscur, pas clair, etc. Et prendre 5-7 minutes là, juste avec vos voisins. Voilà, vous vous tournez et vous commencez à dialoguer sur ça. Voilà, juste vous tournez un petit groupe autour de Louis. Voilà, peut-être vous tournez par là. Voilà, vous faites des petits groupes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, là, cette intervention? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça ne résonne pas? Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voulez approfondir? Voilà, on prend 5-7 minutes. C'est bon, le maître du temps de la journée, Rémi, c'est bon? Allez, c'est parti. Comme ça nous permet de souffler aussi à la tribune. Bon, je vous propose qu'on reprenne. On pourrait continuer les discussions longtemps, j'imagine. Et vous pourrez les reprendre sur le temps convivial et à l'apéritif après. Et donc, je vous propose qu'on bascule dès que vous arriverez à arrêter vos discussions, qu'on bascule sur un temps de discussion collective, d'échange. Alors, soit si vous avez, s'il y a des questions précises qui sont sorties de vos petits groupes, soit les questions que vous avez en tête. Alors, il y avait Christian d'abord. Et alors, du coup, on laisse la parole à la jeunesse d'abord. Devant toi, Christian, et après... Alors, oui, pardon, Christian. Ouais. Pardon? Pas la peine de créer des controverses, il y en a déjà de multiples sur les territoires, donc mais on ne va pas en créer sur le passage de micro. Alors, Christian, concis, une question précise, comme tu le fais souvent. Question précise. Théodore nous a présenté la démarche de sa thèse. Je ne sais pas s'il est en première, en deuxième ou en troisième année de thèse. En tout cas, j'ai compris qu'il était en démarrage. Il s'est appuyé sur un contexte qui est le contexte des Gilets jaunes, avec un certain nombre de points importants et de remises en cause. Aujourd'hui, il y a énormément de travaux sur les Gilets jaunes. On continue à travailler en relation étroite avec les Gilets jaunes pour voir comment les choses évoluent dans ce monde spécial. Ensuite, vous avez abordé, à travers 2 exemples de personnes, des témoignages personnels, et vous avez fait un grand pas pour passer de l'écologie populaire à l'écologie populaire territoriale. Et je suis extrêmement surpris, en tant qu'administrateur de l'UNADEL, suivant le travail du Carrefour des métiers, qu'on puisse utiliser ce terme, alors qu'en fait, il s'agit de témoignages individuels et qu'on n'est pas du tout dans l'approche d'une écologie territoriale. Et si on reprend tout ce qui a été dit depuis ce matin, à travers l'exemple du Pays de Fayence, je vous invite à venir creuser sur le Pays de Fayence la réalité de l'écologie territoriale, parce que vous allez voir que là, on a parlé tout à l'heure du GAPS, on est en train de construire le GAPS 2 avec les solidarités, on est au cœur d'un projet sur les ressourceries, ça a été évoqué, et donc tout ça, c'est en marche. Ça fonctionne, ça travaille.
Et donc, je pense qu'il faut que vous enrichissiez vos travaux de thèse par rapport à de vraies analyses territoriales. Pourquoi pas une écoute territoriale sur ce thème un de ces jours. Mais je veux dire, par rapport à votre travail de recherche de thèse, ça me paraît essentiel. Deuxième point par rapport au groupe. Rapidement, Christian. Il y a eu un témoignage très intéressant de nos jeunes étudiants qui sont là depuis ce matin et qui n'ont pas été suffisamment mis en avant et salués. Et donc j'en profite parce que ça me paraît extrêmement important, la mobilisation qui a été faite à ça. Et on a eu grâce à ça un témoignage sur la Nouvelle-Calédonie. Et ce témoignage montrait aussi qu'entre ce qui se passe dans le microcosme français et qu'on n'arrive pas à faire évoluer au sein de l'UNADEL par rapport à une approche internationale, eh bien, c'est extrêmement aussi important d'ouvrir ses grandes oreilles et de se mettre à l'écoute de tout ce qui se fait aussi dans le monde. Et l'exemple de cette jeune femme sur la Nouvelle-Calédonie était très intéressant, mais on pourrait développer. Merci Christian. On va prendre plusieurs interventions. On note chacun, que Sonia pourrait répondre aussi et Théodore. Donc on prend plusieurs interventions. Présentez-vous chaque fois. Bonjour, je suis Pierre Choussy, je suis un étudiant en VTD. Du coup, mon groupe précise VTD 2 avec du coup Ville et Territoires Durables. Oui, Ville et Territoires Durables. Du coup, mon groupe a soulevé deux questions. La première, c'est est-ce que ce terme d'écologie populaire est vraiment cohérent, sachant que du coup, ces habitudes sont antérieures même au terme d'écologie. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que du coup cette écologie populaire ne s'agirait-il pas ne pourrait pas devenir une excuse pour du coup excuser ces populations de ne pas agir dans l'écologie. Merci, parce qu'on est vraiment sur la séquence où on en est de cette notion, ses limites, ses définitions, son enjeu, etc. Donc merci de ces questions qui contribuent à ça. Alors on va peut-être prendre encore une ou deux. Donc il y a là-haut Pierre-Jean. Pierre-Jean Andrieux, je suis administrateur de l'UNADEL aussi. Moi, ce que je retiens, je remercie Théodore de son exposé, du travail en cours, parce qu'il vient décaler complètement les autres perceptions qu'on peut avoir des transitions et qui sont sur le devant de la scène. J'en citerai deux. La perception technologique de la transition. Il faut prendre des mesures, il faut mettre en route des nouvelles démarches. Et la deuxième, celle que nous avons et dont on a parlé toute la journée, c'est dans des démarches locales qu'on va produire des choses. Et il nous décale de ça, ça ne disqualifie pas ces deux approches, en mettant au cœur de son propos la question de la perception qu'ont les individus des enjeux d'aujourd'hui. Et je trouve ça remarquable, parce que si on ne prend pas ça en compte, on est dans une espèce de volontarisme qui peut être très perturbateur. Et je dois dire qu'à partir du moment où on raisonne dans les termes ou dans l'approche que tu proposes, ça, d'une part, ça met à jour des choses au moment où on dit des modes de vie, il faut changer de mode de vie. Ça met à jour qu'il existe dans nos sociétés des modes de vie qui sont des modes de vie de sobriété, qui existaient avant même que les transitions, etc., mais qui aujourd'hui prennent un sens nouveau. Et ça me semble particulièrement intéressant de mettre au jour que le changement de mode de vie, ce n'est pas pour demain ou après-demain, c'est déjà ici et maintenant, et déjà depuis longtemps. Je trouve que c'est des constats que fait Théodore, dont on devrait beaucoup s'inspirer dans nos démarches, y compris dans nos démarches territoriales. Pour le reste, je ne donnerai pas de leçon à Théodore sur l'état d'avancement de sa thèse. Merci. Alors, on va avoir quelques éléments de réponse et puis on reprendra des échanges. Et juste, je voulais, le temps que Théodore se prépare, dire que les travaux qu'on a mobilisés, notamment ceux d'Alex Roy, ils sont basés sur des enquêtes. Alors, je crois qu'il a 30 entretiens, une dizaine de focus group, des journées de travail, donc des entretiens avec des personnes qui étaient dans des structures sociales, des centres sociaux, dans les quartiers, etc. Donc, il y a des travaux qu'on mobilise là, ils sont étayés, enfin travaillés, etc. Il y a beaucoup de travaux sur l'écologie populaire qui commencent à être étayés et que Théodore aussi a mobilisé. Je te passe la parole. Merci. La première,
sais pas si on peut appeler ça une question. La première remarque, je n'ai pas grand-chose à répondre parce que ce n'est pas vraiment une question. Sur la question de la méthodologie, bon, déjà, je suis plutôt au milieu de ma thèse, donc il faut se dire que là, j'ai présenté 2 exemples de Anne et de Antoine, qui sont des personnes qui existent avec des faux noms, mais j'ai déjà rencontré quasiment 50 personnes avec qui j'ai fait des entretiens d'1 heure et demie en tête-à-tête. Donc, ce que je vous raconte, ce n'est pas basé sur 2 entretiens, c'est basé sur 80 heures d'entretien avec des personnes en tête-à-tête où pendant 1 heure et demie, on parle que d'un seul sujet, la transition écologique. Et ça amène énormément d'informations sur comment les gens perçoivent l'écologie, perçoivent l'action de l'État et ce qu'ils font au quotidien. Ensuite, sur la question d'écologie populaire territoriale, d'ailleurs, je n'ai pas utilisé le terme d'écologie populaire territoriale, plutôt le fait que l'écologie populaire, elle peut être ancrée dans le territoire. Je pense que l'écologie populaire, elle n'est pas soit dans les quartiers, soit dans un territoire rural. Ce que j'essaie juste d'expliquer, c'est qu'on prend l'écologie populaire comme étant parfois question de pratique, de modération de consommation, de troc, de vie en communauté, etc. Et il y a beaucoup de travaux là-dessus, sur comment est-ce qu'en fait la modération, la sobriété, c'est quelque chose qui est central dans la mode de vie des classes populaires. Mais ce que je vois, notamment dans des grands centres urbains, c'est que la relation au territoire, elle est fondamentale dans la façon dont les gens perçoivent l'enjeu écologique ou même perçoivent leur propre vie. Parfois, ils ne mobilisent pas la question écologique, ils disent juste, moi, ma vie, c'est ici, c'est le jardin, c'est la forêt à côté, et c'est une relation qui est très territorialisée. Donc, je peux vous prendre un autre exemple d'une mère de famille que j'ai rencontrée qui vit en face d'une forêt et qui a amené faire une clean walk avec sa fille. Donc elle s'est baladée dans la forêt à côté. Ils ont fait 4 allées. Elles ont récupéré en une après-midi 4 sachets poubelles. Et elle disait c'est important parce que c'est chez nous ici, c'est notre forêt. Et donc du coup, il y avait quand même cet aspect territorial qui était fondamental. Je serais très heureux d'aller au pays de Fayence. Ma famille vient du pays de Fayence. Donc historiquement, j'ai mes gènes dans les pays de Fayence. Donc vous voyez, mon grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père viennent du pays de Fayence. Donc ça me rappellera des éléments familiaux. Sur la question 2, je suis tout à fait d'accord sur la question notamment de l'inaction. Alors moi je pense, on en parlait justement pendant le petit moment d'échange, je pense que le risque de l'écologie populaire, c'est de donner l'impression, c'est ce que je disais à la fin qu'il faut faire attention, c'est que en fait c'est bon, voilà, on a un mode de vie populaire, on est dans la sobriété, le problème c'est les gens avec leur jet ou c'est les riches qui partent en vacances, etc. Bien entendu, on sait que les émissions de gaz à effet de serre sont corrélées au niveau de revenus. Bien entendu, tout le monde n'est pas responsable de la même manière. Par contre, on voit bien qu'il y a une petite musique qui commence à s'installer dans certains partis politiques populistes qui essayent en gros de rassurer les citoyens en expliquant « vous inquiétez pas, en fait, c'est pas vous, vous avez des valeurs populaires qui sont très louables, mais en fait, le problème, c'est d'autres personnes. » Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'écologie populaire permet juste de mettre un nom, un concept, sur un ensemble de pratiques et d'attitudes, mais, et c'est ce que j'expliquais, c'est des bribes, hein, c'est par certaines pratiques, certaines attitudes pourraient être conceptualisées comme étant faisant l'objet de, conceptualisées sous la bannière de l'écologie populaire, mais il y a aussi, moi j'ai rencontré des gens qui avaient envie de rouler avec des grosses voitures, qui ne voyaient pas le problème d'aller en vacances à La Réunion pour 3 jours et qui consommaient de la viande tous les soirs. Donc je ne suis pas en train d'expliquer que, voilà, je pense que c'est très important de faire très attention à ça. Et effectivement, sur la question de la cohérence aussi, est-ce que c'est écolo parce que c'est des pratiques qui sont là avant même de penser à l'écologie ? Je pense que oui, je pense que d'ailleurs, monsieur ici a très bien résumé le fait qu'il y a des pratiques avant qui étaient de sobriété. Aujourd'hui, on leur donne un nouveau sens. C'est juste des grilles d'analyse qu'on pose dessus en disant voilà, maintenant on considère que c'est écologique. L'écologie, c'est jamais rien qu'un concept parapluie, donc qui inclut dedans la sobriété. Et donc du coup, s'il y a des pratiques de sobriété qui existaient déjà avant, je pense que c'est bien aussi de les louer et c'est bien d'insister sur le fait que c'est pas, on devrait être fier de se dire ah bah moi j'ai été élevé en réparant un micro-ondes. En fait, ça peut paraître bête, mais je pense que notamment la nouvelle génération, on est plus dans l'achat que dans la réparation, on est plus dans la consommation que dans la vie en collectif par certains aspects. Et je pense que c'est bien de rendre hommage à ceux qui ont des pratiques de sobriété historiques. Et après, sur le reste, merci monsieur. Je suis d'accord, je pense que la perception des citoyens est fondamentale. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article aujourd'hui, une tribune dans les Échos sur l'acceptabilité sociale. Et je pense que si on ne prend pas en compte ce que les gens perçoivent, on a juste des discussions extrêmement intéressantes, mais qui n'amènent à rien. Parce que parler, par exemple, de la viande sans comprendre que les gens ils ont un attachement culturel, émotionnel, parfois familial à la consommation de viande, ou si on parle de la voiture comme de quelque chose d'hyper désincarné, où on regarde juste, ah bah ça fait X millions de tonnes de CO2, la voiture, très bien, mais il faut comprendre qu'est-ce que les gens ils mettent derrière le concept derrière l'utilisation de la voiture, comment ils perçoivent ces politiques, et comment est-ce qu'on fait pour créer un récit et des politiques qui peuvent répondre factuellement aux attentes et aux craintes des citoyens. Merci Théodore. Est-ce qu'il y a encore une ? Voilà, puisqu'après on vous proposera on prolongera un petit peu encore les réflexions sur la question des pratiques, mais 1 ou 2 interventions. Non,
côté politique de la ville. Oui, Jean-Pierre Léguillon, UNADEL et IRDSU. Juste pour dire que moi, en voyant cette présentation, m'est venu mon père, quoi. Je veux dire que sortir de la guerre, je veux dire que ayant vécu l'entre-deux-guerres dans vraiment le chichement et ayant manqué de beaucoup de choses pendant le temps de la guerre, en revenant, c'était quelqu'un qui prenait soin d'épargner tout, quoi. Tout avait un usage. Alors c'est peut-être ça a d'ailleurs valu qu'au début des 30 Glorieuses, il soit moqué parce qu'il fallait consommer, il fallait avoir quelque chose de nouveau et tout ça, quoi. Mais puis ce que je retrouve aussi, c'est à travers cette notion-là, pour moi, c'est du bon sens. Et je veux dire, le bon sens populaire, ça a aussi un sens. Et que beaucoup de nos élites et des élus auraient besoin d'avoir un peu de bon sens. Merci. Et Laurence. En complément, Laurence Bourgoise de l'IRDSU, on représente l'Association nationale des professionnels de la politique de la ville, et donc on est constamment avec des habitants. Je voudrais apporter un petit propos complémentaire sur le fait que ça peut cacher l'inaction des habitants des quartiers prioritaires. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme entendu tout à l'heure, sur le fait que sous la sobriété, en fait, du coup, globalement, ils ne font pas grand-chose. On a quand même des habitants de quartier extrêmement militants qui conceptualisent politiquement cette action-là et qui, derrière le fait d'aller militer pour avoir du bio à la cantine, ont un propos extrêmement clair, politique. Et donc, ce n'est pas forcément juste parce qu'on ne part pas en avion tous les ans, on est déjà écolo. Ils n'en sont pas du tout là et ils n'ont pas l'impression de ne rien faire. C'est important de le rappeler. Merci Laurence, je vous propose d'en arrêter là, et juste pour dire que c'est à la fois un sujet académique émergent, que le concept n'est pas du tout arrêté, qu'il est en constante évolution. Voilà, donc c'est un sujet complexe et qu'on en sera ramené à travailler. Oui Claude, Alors, si vous êtes concise et pour terminer, on peut prendre encore une. Je ne suis pas sûr. Concis, je ne suis pas sûr. Mais bon, on le saura l'arrêter quand même. Non, mais c'est simplement pour dire que le jeune homme a fait une présentation, moi, qui me convient bien. C'est-à-dire que le terme écologie, on met un peu tout, c'est un peu fourre-tout. Donc, je pense que non, c'est un comportement que l'on a. Alors après, le comportement, moi, je trouve que quand on parle d'écologie pour diviser la société entre riches, comme il disait, ceux qui vont en week-end à la Réunion, par exemple, et puis ceux qui sont obligés de cultiver leur jardin. Enfin, c'est très bien de cultiver son jardin. Ça permet aussi de réfléchir, de s'aérer, donc c'est parfait. Et donc, moi, je pense que c'est une approche qui est un petit peu différente. Alors maintenant, populaire, je pense que nous sommes tous originaires du peuple et nous appartenons toujours à la classe populaire. Donc, non, mais c'est pas ça. Voilà. Bon. Je peux réagir Bienvenue à la cause du peuple. Je voulais juste dire un truc sur le bon sens et votre grand-père, parce que c'est vrai que moi, mon grand-père aussi, ça m'a fait penser à lui quand j'ai fait tout cet entretien et que je me suis rappelé en fait comment les anciens vivaient. La question qu'on peut se poser sur ça, c'est est-ce que l'écologie populaire finalement va décroître à mesure qu'on avance en termes de génération? Je ne sais pas, parce qu'effectivement les jeunes que j'ai rencontrés peut-être montraient moins de signes d'une certaine type d'écologie populaire. Ils n'avaient plus envie de faire leur jardin, ils n'avaient plus envie parfois de s'embêter à faire certaines choses de modération, ils préféraient aller. Donc ça c'est une question ouverte. Je ne sais pas si jamais il va y avoir un changement de génération. Et sur le bon sens, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui mobilisent le bon sens pour expliquer certaines pratiques, notamment celui qui réparait son micro-ondes là, m'expliquait que c'était du bon sens. Le danger du bon sens, c'est qu'en fait, il utilisait cet argument du bon sens pour réparer, pas racheter des habits, etc. Et en même temps, il était contre les éoliennes, contre les panneaux solaires, contre les voitures électriques, contre à peu près tout. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais dire, ce qui est très compliqué, c'est que l'écologie populaire, quand on dit ça peut cacher l'inaction, il faut faire attention, hein, mais c'est plus les gens des classes aisées polluent plus, mais c'est aussi ceux sur le terrain qui achetaient des voitures électriques, qui mettaient des panneaux solaires sur le toit, qui mettaient une pompe à chaleur, etc., qui sont des pratiques qu'il va falloir faire. Et en fait, ce qui va être très compliqué, c'est de baisser les émissions des gens des classes aisées qui émettent beaucoup, et en même temps accompagner les classes populaires vers des démarches qui, pour l'instant, les classes populaires ou moyennes, mais qui peuvent parfois créer de la réticence, les voitures électriques, entre autres, les éoliennes. Et comment est-ce qu'on va faire, en fait, croiser les courbes, quoi, faire la quadrature du cercle en amenant un peu tout le monde au niveau des pratiques et des attitudes à l'égard des politiques, de manière à ce que tout le monde devienne un peu plus d'écolo. Et ça, c'est peut-être le défi qui est face à nous, et je n'ai pas la réponse pour l'instant. Merci. Alors,
je passe la parole à Alix, si on est d'accord collectivement de se dire qu'on va déborder de un peu plus de 5 minutes. C'est bon pour tout le monde? Allez, donc. Il faut penser à vous présenter. Oui, Alix Roche, donc UNADEL, vice-présidente de l'UNADEL. Non, c'était juste comme élément de réponse, justement, dans notre petit groupe, on se disait que c'était peut-être changer de discours sur la question de l'écologie en la rendant un petit peu plus désirable. C'est-à-dire que l'usage, justement, des des panneaux ou de la voiture électrique, ou voire de, je ne sais pas moi, d'isolation par extérieur, etc., ça permet aussi de mieux vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un discours négatif ou qui fait peur. Enfin, bien sûr, il y a des dangers. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin de transformer ce discours sur l'écologie pour lui donner une dimension un peu plus positive. Voilà, c'est juste ça. Merci Alix. Donc je vous propose là dans les 10 minutes ou le quart d'heure qui nous reste, on va ouvrir un chapitre avec Sonia qu'on n'aura pas le temps d'explorer, mais c'est pour vous dire un petit peu aussi comment on conduit ces travaux dans ce groupe de travail donc élargi dont je parlais tout à l'heure, avec des praticiens de terrain, des professionnels du rural, de l'urbain, etc., pour réfléchir en quoi cette notion-là, ce cadre d'analyse peut nourrir, éclairer nos pratiques, sachant qu'il y a déjà tout un tas d'acteurs qui ne se revendiquent pas forcément de l'écologie populaire, mais qui essaient de prendre en compte ces enjeux. Donc, voilà, juste dire, alors notamment, nous on travaille beaucoup avec Alex Roy et Gaëtan Manget, qui commencent justement, eux, à préciser comment on peut organiser cette écologie populaire. Il y a tout un tas d'acteurs déjà, du travail social, de la politique de la ville, de l'insertion professionnelle, du développement local, qui le font, en faisant vraiment ce lien entre la réalité de vie, le quotidien, les besoins sociaux et les enjeux écologiques, mais en sortant des postures normatives, moralisatrices, etc. Ça, ils le verbalisent en disant « ça marche si on ne vient pas avec un discours normatif, moralisateur, etc. » Ce qui marche aussi, c'est des systèmes, alors voilà, c'est un peu conceptualisé là, mais de valorisation de la débrouillardise populaire dans un cadre collectif et aussi dans sa professionnalisation. Alors, c'est tout l'enjeu de territoire zéro chômeur notamment, mais aussi on le voit, des activités par exemple autour de la ressourcerie, de l'économie circulaire, où on professionnalise, on peut le dire comme ça, hein, en tout cas les chercheurs, on professionnalise des savoir-faire populaires. Donc c'est aussi, à travers ces questions-là, des enjeux de professionnalisation. Et donc on retrouve dans tout un tas d'expériences déjà, c'est déjà le cas. Ouais, et donc du coup, voilà, quand on prend un peu de recul sur ce qui se fait déjà, on voit qu'il y a vraiment des choses très en lien avec l'éducation populaire, c'est-à-dire qui part vraiment sur des savoirs qui sont déjà ancrés, qu'on essaie de valoriser, sur de l'apprentissage collectif, des échanges. Alors si je prends l'exemple de ce que se fait à Grande Sète, c'est des choses toutes bêtes, mais sur voilà, ils font des échanges de savoir par rapport à la culture des jardins. Ils ont une grainothèque partagée, c'est-à-dire ils partagent les semences, etc. Donc on cultive ce partage, cette solidarité et l'apprentissage entre les uns et les autres. Bon voilà, et donc il y a tout un tas de méthodologies où on va vers les gens, les logiques d'accepter tout le monde, les logiques inclusives, et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, cette idée de ne pas moraliser, de ne pas être dans l'injonction écologique. Et du coup, commencer aussi à travers ces expériences, avec l'idée de comment on les diffuse, comment on les soutient et comment on leur fait prendre une autre ampleur. On se place plutôt là au niveau de l'ingénierie territoriale. Donc l'ingénierie territoriale, penser comment on anime des projets à l'échelle territoriale. Et donc cette idée qui commence à être un peu précisée et expérimentée d'une ingénierie de la transition socio-écologique, c'est-à-dire comment on arrive à mettre en synergie des volontés d'agir citoyennes, associatives, institutionnelles, comment on décloisonne, comment on articule l'action sur le jardin partagé avec ce qu'on fait dans le plan alimentaire territorial et les agriculteurs, comment on met en lien avec des acteurs de la ressourcerie. Voilà. Donc, ce que ces chercheurs ont dénommé management territorial. Voilà. Donc une ingénierie territoriale qui soit en capacité de valoriser ces pratiques, de mettre en synergie, de décloisonner, etc. Donc c'est un peu ces enjeux d'ingénierie qui ressortent et qui commencent à être expérimentés dans un certain nombre de territoires. Et pour terminer, vous dire dans ce qu'on travaille, une petite focale, voilà, on donne la parole pour terminer à Sonia, sur ce que ça pose plus particulièrement comme enjeu au niveau du travail social.
Voilà, donc nous, effectivement, à l'IRTES, on est au début un peu de ces travaux et d'un questionnement un peu plus spécifique, effectivement, par rapport aux acteurs du travail social et puis comment les démarches d'articulation entre écologie et sociale, comment ça impacte les pratiques. Mais quand même, on a déjà quelques travaux à notre actif. Et on a établi une petite typologie pour recenser, voilà, au niveau des pratiques du travail social, qui est donc aussi un acteur que vous pourriez associer sur ces questions effectivement de facilitation sur le territoire. Enfin, souvent, je pense que c'est un acteur qui est un petit peu oublié, mais du coup, c'est intéressant de effectivement se pencher peut-être plus spécifiquement aussi sur de voir ce qu'il fait. En tout cas, voilà, il y a par exemple une première dimension de son intervention qui est la dimension un peu la plus globale et la plus complète, qui est notamment par exemple fait par les assistants de services sociaux, voilà, qui ont l'habitude aussi de faire des diagnostics territoriaux pour établir des préconisations du point de vue d'action collective, de propositions. Et donc là, par exemple, un exemple intéressant, c'est donc Alex Roy, dont on a parlé à plusieurs reprises, avec qui donc on travaille à l'IRTES, a encadré un groupe, enfin un stage collectif avec des futurs assistants de services sociaux sur la ville de Quetigny, donc qui a commandité un diagnostic sur les pratiques écologiques donc, dans la ville. Et des démarches a consisté à faire donc d'abord une démarche un peu de connaissance des pratiques existantes, sans nommer justement écologie. Justement, on a parlé tout à l'heure, est-ce que les pratiques populaires ne préexistent pas l'écologie? Ben voilà, c'est exactement l'enjeu, de ne pas moraliser d'emblée sur de l'écologie, mais de partir en fait des pratiques telles qu'ils existent déjà par notamment les personnes précarisées, dans la pauvreté, enfin voilà. Donc c'était une démarche un peu d'accompagnement de ces pratiques et de prise de conscience justement de la valeur écologique en fait de ces pratiques et de les accompagner dans un processus qu'on pourrait appeler empowerment écologique, c'est-à-dire accompagner les personnes dans une prise de conscience de ces pratiques et comment se positionner aussi, du coup en tant qu'acteur en fait par rapport à ces enjeux de demain. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Et comment? Et bon, un deuxième apport, un deuxième aspect qu'on voit très souvent dans le travail social aussi, c'est l'utilisation comment dire, de ce qui est compostage, par exemple, de ce qui est jardin partagé, etc., comme un outil éducatif, de médiation éducative. Donc voilà, ce sont comme ça des aspects qui sont assez faciles à mobiliser pour aller vers une transition donc, avec les acteurs notamment du social. Un troisième aspect, bien sûr, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc là, il y a beaucoup d'exemples où les choses entre questions sociales et écologiques s'articulent de façon, entre guillemets, un peu naturelle, comme des friperies urbaines ou ici, par exemple, à Paris, il y a l'association des bifins, donc qui sont les chiffonniers modernes, où il y a des travailleurs sociaux qui sont impliqués, mais du coup jouent un rôle à côté des bifins, qui est vraiment dans un relationnel symétrique, d'action ensemble pour, donc, en l'occurrence, organiser des bifins, des carrés de bif, être porte-parole auprès des politiques publiques pour que cette pratique soit reconnue. C'est une pratique de l'économie populaire, pour le coup, mais qui rejoint des préoccupations écologiques. Voilà, donc je suis déjà trop long, donc on va... Oui, vas-y. Voilà, donc quel effet sur, quand même un petit peu sur le changement des pratiques dans le travail social. Bien sûr, on retrouve des aspects qu'on trouve quand on essaye de renforcer la dimension collective telle que le développement social auprès des travailleurs sociaux.
à savoir voilà, un plus fort ancrage dans les aspects territoriaux, un dépassement justement des questions individuelles pour trouver des résolutions de problèmes davantage dans des démarches collégiales et ensemble. Une implication plus profonde des personnes, parce que en les accompagnant sur les questions de transition écologique, voilà, on est davantage dans comment dire, un faire ensemble, parce qu'on est concerné de la même manière par la crise écologique que les personnes qui sont accompagnées. Voilà. Et puis, voilà, un dernier aspect, bien sûr, c'est le travailleur social décloisonne le champ de l'action sociale et apprend à travailler avec d'autres acteurs qu'il ignore. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un aspect très important, donc, tel que les tiers-lieux. Voilà, c'est très important qu'il y ait ces ponts qui sont abordés. Voilà. Mais je vais m'arrêter là. Merci Sonia. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite fenêtre des travaux que l'on mène aussi pour que tous ces enjeux d'écologie populaire, de voir comment ils se traduisent dans les différentes familles du développement territorial et dont ceux du développement social et les travailleurs sociaux aussi. Bien évidemment, ces travaux, on va les poursuivre. Voilà, on a des projets sur 2024. Est-ce que ça appelle quelques questions là pour terminer avant le temps convivial? Rémi me dit qu'on est à l'heure, mais qu'on a encore une minute, c'est ça? Ou est-ce qu'on poursuit les discussions autour? Alors, je ne sais pas où ça se passe, le pot. Rémi ou Claude? Alors, en tout cas, juste avant de passer la parole à Claude, remercier Sonia Kellenberger qui a fait l'exercice de dire voilà, en quoi et comment... en quoi elle s'approprie, qu'est-ce qu'elle trouve dans un espace que propose l'UNADEL, l'IRDSU, voilà, en quoi une personne, un formateur, sociologue dans un territoire retrouve dans des espaces de travail à l'échelle nationale, voilà, comment elle se les approprie, comment elle travaille ça dans son espace de travail. Et remercier à nouveau Théodore Talent et de souhaiter une bonne continuation pour les travaux de thèse. Oui, tu vas avoir des précieux conseils. Merci à vous. Je voulais... Oui, pardon ?